Alors, Donc, je vais citer par ordre d'apparition et de prise de parole. Michel Raymond, qui est architecte, qui a créé son atelier d'architecture, l'atelier d'architecture en 1984. Avec une trentaine de collaborateurs, il développe des thèmes qui sont très chers à l'atelier, tels que l'héliotropisme en tissu urbain. Ces interventions sont variées, hospitalières, universités, laboratoires, industrie et internationales. Suivra Endeck Garcia, directrice de l'hôpital Lyon Sud depuis 5 ans déjà. Après des postes à Toulouse, Grenoble et Marseille, elle gère aujourd'hui, outre les incidences de la pandémie depuis une bonne année, et bien sûr l'activité régulière de l'hôpital, de restructuration de l'hôpital et l'élaboration d'un schéma directeur ambitieux pour les 10 prochaines années. Façon pratique, il y a quelqu'un qui a un micro qui devrait être fermé, s'il vous plaît. Suivra Julien Rutard, directeur du segment santé de Capgemini Invent pour la France, animateur d'une équipe d'une cinquantaine de consultants sur la transformation du secteur de la santé, notamment par les méthodes Lean. Et puis Marie-Claude Richard, architecte, directrice des projets à l'atelier d'architecture Michel Raymond depuis plusieurs années déjà, et elle gère le projet Boréal depuis l'esquisse et nous présentera donc les contours de ce projet. D'une façon pratique, vous, auditeurs, avez la possibilité de poser des questions par le biais du chat qui se trouve en haut à droite de votre écran tout au long de l'exposé. Et j'en prendrai la responsabilité de restituer en fin d'intervention les questions. Eh bien, mesdames et messieurs, je vous laisse la parole pour les 40 prochaines minutes. Michel, à toi. Michel? il y a quelques petits problèmes de connexion, visiblement. Allô? Michel, tu entends? Oui, et c'est à toi. Le haut-parleur est coupé. Non, non, c'est bon, on t'entend là. Et ça a commencé? Oui, ça a commencé. Oui, oui. Et Alain a fini sa présentation? Tout à fait. Oui. Ah ouais, pardon, alors on passe à l'image suivante. Et alors je vais dire pourquoi on a voulu, merci d'être très nombreux à ce webinaire. Je voulais un peu expliquer pourquoi on a eu l'idée d'organiser ça. Je vais juste intervenir comme ça, après je me tairai. Je voulais dire que la question de la méthode pour faire participer les utilisateurs dans la mise au point d'un projet est une question essentielle pour nous, architectes. En France, le programme est conçu avant le concours de maîtrise d'œuvre et il s'affine après, pendant les études. Ailleurs, en Belgique par exemple, la participation des utilisateurs au programme se fait directement pendant les études. Chacun sa méthode, mais la question est de bien cerner les besoins et c'est ça qui reste le plus important. Lors du lancement de concours de Boréal, que nous avons eu la chance de gagner en début 2020, Madame Endeck Garcia nous avait parlé de Lean Design, ce qui nous avait laissé perplexes parce que nous ne savions pas trop à quoi ça servait. Nous ne savions pas trop ce que c'était. On a dit, allons-y, mais on ne savait pas trop où on allait. Depuis, nous avons commencé les études. Nous en sommes aujourd'hui au milieu de la PD et nous avons voulu vous faire part de cette expérience. Alors, on peut mettre la diapo d'après qui précise le déroulé un peu des 4 exposés qu'il va y avoir. Voilà. Donc, dans un premier temps, Madame Endeck Garcia va raconter ce que c'est l'hôpital Lyon Sud, qui est donc le cadre de cette expérience. Ensuite, Julien Rutard va nous dire qu'est-ce que c'est ce Lean Design, ce fameux Lean Design que beaucoup de gens disent oh oui, mais je connais, j'ai déjà vu plein de fois. Puis en fait, on s'aperçoit que c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, il va nous dire simplement ce que c'est cette chose compliquée. Ensuite, Madame Garcia reprendra la parole pour dire pourquoi le Lean Design à l'hôpital Lyon Sud, pourquoi elle a choisi cette méthode. Et enfin, Marie-Claude Richard dira l'expérience de l'architecte, comment l'architecte, nous architectes, puisque c'est elle qui dirige le projet à l'atelier, comment le projet profite de cette méthode.
Voilà. Et puis après, il y aura les questions-réponses. Alors, dans les questions-réponses, je voulais juste dire qu'il y a beaucoup de gens qui vont. Moi, je vais arrêter de parler. C'est juste les 4 personnes qui vont parler. Mais pour les questions-réponses, il y a Vincent Sainte-Marie-Gauthier qui sera là normalement pour répondre à vos questions. Il y a, je pense, Bruno Casavat aussi, maître d'ouvrage, avec Fanny Morat et Valérie Brunel, en plus pour répondre aux questions, mais est-ce qu'on ne pouvait pas être trop nombreux à intervenir? Voilà. À vous, Madame De Garcia. Bonjour à tous. Donc effectivement, je vais vous conter un petit peu une partie de cette aventure en vous présentant tout d'abord le projet et puis l'hôpital. Donc le projet Boréal signifie bloc accueil des urgences réanimation Lyon Sud. Il était important que dans l'intitulé du projet, on puisse avoir à l'esprit la complexité de ce projet-là qui effectivement associe des domaines assez techniques. Avec plusieurs figures de style, à savoir le regroupement des blocs opératoires, j'y reviendrai, sur 28 salles, la création d'unités de chirurgie d'accueil ambulatoire pour les 2 niveaux de blocs opératoires, associée à une unité d'accueil le jour donné de la chirurgie, puisque j'y reviendrai, au sein de l'hôpital Lyon Sud, 80% des patients sont accueillis désormais le jour de leur intervention, en dehors de la chirurgie ambulatoire. Les urgences qui associent donc la partie service d'accueil des urgences, UHCD et un post-urgence également, ainsi que le déblocage. Et enfin, les réanimations avec 3 secteurs de réanimation, avec 10 lits de réa et 5 lits de surveillance continue, donc 3 modules de 15. Et Lyon Sud, bien entendu, puisque c'est le périmètre du projet. Donc, nous avons souhaité identifier ce projet avec un nom pour qu'il permette des professionnels au projet. Alors, où est-ce que se déroule ce projet? À Lyon, dans un des groupements hospitaliers des Hospices civils de Lyon. Il y a 5 groupements aux Hospices civils de Lyon, 4 groupements lyonnais, un groupement plus méridional et de plus petite taille, puisqu'il s'agit de René Sabran sur la presqu'île de Gien. Vous voyez que le groupement hospitalier Sud a depuis quelques semaines 2 sites et non plus 3, puisqu'avant nous avions l'hôpital Charial qui vient de fermer par transfert de ses activités. Donc 2 hôpitaux, Lyon Sud, qui est classé ce matin parmi les 100 meilleurs hôpitaux du monde, ce qui nous rend pas peu fiers, et l'hôpital Henri Gabriel, qui est l'hôpital qui est équivalent à l'hôpital de Garches à Paris, donc qui est très axé sur la rééducation. Donc, on a l'ensemble des prises en charge. Nous n'avons plus l'USLD depuis quelques jours. On a quelques complexités liées aussi au fait que les 2 hôpitaux sont sur des communes séparées. Et nous avons la grande chance d'avoir sur le site de Lyon Sud un campus intégré de 4000 étudiants, ce qui nous permet d'avoir une intégration de l'aspect hospitalo-universitaire de façon très importante. Et nous travaillons en ce moment sur un schéma directeur immobilier qui intègre de façon très, très conséquente cette dimension hospitalo-universitaire. Bien sûr, comme tout CHU, nous avons des missions de recours et de proximité avec, pour vous donner quelques éléments d'information, 60% de la cancérologie des HCL réalisée à Lyon Sud, le premier service d'hématologie d'Europe en particulier, et un centre de nutrition qui est également un centre européen. Et c'est également un trauma center comme l'hôpital Édouard Herriot. Nous avons aussi sur le site l'UHSI et nous sommes référents sur les médecines pénitentiaires et avec une grosse évolution à venir à compter de 2023 pour ceux qui connaissent Lyon, puisque le métro arrive à l'entrée de l'hôpital. Aujourd'hui, le site de Lyon Sud est un site périurbain avec encore des champs à proximité, du bétail. Voilà, c'est très bucolique. On va garder cet esprit bucolique dans le cadre d'un beau projet qui s'appelle le projet Vallon des Hôpitaux, qui est un projet métropolitain majeur, mais avec aussi l'objectif de pouvoir assumer la transformation du site en le rendant plus urbain et plus interconnecté avec les autres hôpitaux lyonnais. Donc, de belles perspectives, et Boréal profitera bien sûr de ces perspectives très, très positives du schéma directeur et du Vallon des Hôpitaux.
Alors, les chiffres clés, ça vous permet de situer le site et le groupement. Donc, le centre hospitalier Lyon-Sud, vous voyez son nombre de lits. L'hôpital Henri-Gabriel et anciennement l'hôpital Antoine Charial, 150 lits. On est sur un volume d'intervention à peu près de 27 000 hors période Covid, des urgences autour de 38 000 passages par an et puis autour de 2 000 accouchements. L'enjeu pour nous est très important autour des urgences puisque le métro arrive bientôt, vous l'avez compris, et une des figures imposées données à la maîtrise d'œuvre, c'était de pouvoir délivrer notre nouveau service des urgences avant l'entrée en service du métro, puisque le métro sera associé à un parking relais de très très grande dimension et 28 000 tickets sont vendus sur la ligne chaque jour, donc avec très certainement un impact fort sur la fréquentation de nos urgences en bout de ligne. Nous avons 4 accélérateurs de particules. Nous ouvrons dans quelques semaines un IRM LINAC qui est une nouvelle technologie qui associe IRM et accélérateur de particules. Donc, ce sera une première française et on est aussi très heureux de pouvoir proposer cette offre de soins aux malades. Vous voyez le nombre de salles de bloc. On a une plateforme robotique qui est conséquente. Enfin, tous les équipements qui sont l'apanage d'un grand CHU. Et enfin, en termes de professionnels, on est sur à peu près 4 500 professionnels qui sont sur le site, à peu près un petit peu plus, avec une part d'étudiants qui est conséquente. Pour vous donner un ordre d'idée, chaque jour, dans le pointage que l'on a fait avec la métropole, il y a 10 000 personnes présentes sur le site principal, donc qui est Lyon-Sud. Alors, quel a été le contexte de lancement de ce projet? Un contexte assez habituel, s'il y a des représentants des maîtrises d'ouvrage parmi vous. Un pré-projet de restructuration des blocs opératoires qui avait été formalisé par l'équipe de Bruno Casabat en lien avec mon prédécesseur et qui n'a pas été inscrit au PGFP. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous ont connu ce type de vicissitude de projet, mais néanmoins, le schéma directeur immobilier précédent introduisait cette notion d'extension et de mise en sécurité des blocs opératoires. Le projet n'avait pas été priorisé. Et puis, patatras, juin 2016, la Haute Autorité de Santé débarque à Lyon-Sud. Moi, je suis arrivée quelques mois après et constate que les locaux ne permettent pas toujours d'assurer la maîtrise de la qualité de l'air au sein des blocs opératoires, avec une injonction de rénovation accélérée de certaines salles, ce qui a été fait, mais surtout une injonction de mise en conformité de l'ensemble des blocs dans un calendrier rapproché. Donc, première inscription au PGFP d'une première opération en juillet 2016, qui était autour des blocs opératoires. Et à mon arrivée en septembre 2016, une demande du directeur général d'assurer un rapport d'étonnement, mais aussi un diagnostic technique avec la DAT. Bon, je n'étais pas compétente pour le faire, mais des équipes de Bruno, bien sûr que si, pour que l'on ait une analyse commune de l'ensemble des plateaux techniques, ce qui a été fait. Alors, qu'a-t-on trouvé avec l'équipe de la direction des affaires techniques? Suivante. On a trouvé un bloc opératoire qui avait l'âge de ses artères, à savoir 1977. Vous voyez quelques photos à droite. Donc, c'est une vraie photo en situation d'un patient au milieu avec des rôles de linge et des rôles de livraison diverses et variées à gauche. Donc, c'est vraiment une photo qu'on a prise lors du diagnostic. Et vous voyez en bas à droite l'arsenal du bloc dans les couloirs, faute de rangement. Donc, bien sûr, dans une atmosphère contrôlée, mais néanmoins avec un dimensionnement qui n'était plus du tout adapté. Et puis, on a constaté aussi, au niveau technique, une difficulté très importante à réaménager l'espace de ces blocs opératoires et de poursuivre l'activité chirurgicale dans un constat aussi partagé d'un éclatement fort de nos blocs opératoires, puisque nous avions 6 plateaux de blocs distincts, et nous les avons toujours d'ailleurs, nous n'avons plus que 5 maintenant, au sein de l'hôpital Lyon-Sud. Donc, une logique d'urbanisation à accélérer. Les soins critiques, pas bien mieux. Alors, un bâtiment plus récent, 1992, mais un traitement d'air et un diagnostic électrique qui n'était pas bon du tout, qui nous a d'ailleurs diagnostic, qui nous a amené à faire des travaux intermédiaires pour mettre en sécurité les réanimations depuis lors, pour attendre le projet Boréal. Des chambres très petites, vous voyez l'encombrement. Aujourd'hui encore, malgré la réhabilitation intermédiaire qu'il y a eu, quand il y a une dialyse dans certaines chambres, les portes doivent rester ouvertes tellement les chambres sont petites. Et puis les urgences, qui étaient sans doute la zone la plus
inadaptée, on va dire, à la file active. Donc, un service d'accueil des urgences conçu pour 10 000 passages en 92, alors contre plus aujourd'hui 39 000, hein, il y a une erreur dans le diaporama, et avec une organisation des locaux très inadaptée aux variations d'activité. Vous voyez en bas le nombre de brancards alignés en période hivernale, ce qui a posé d'ailleurs une difficulté d'organisation dans le cadre du Covid. Vraiment une inadaptation très très forte de ce service d'accueil des urgences. Voilà, donc tous ces éléments-là nous ont conduit à avoir un diagnostic commun avec la direction des affaires techniques, porté au niveau de la direction générale, pour élargir le périmètre du sujet, non plus au seul bloc opératoire, mais aux urgences, au bloc et aux soins critiques. Et c'est à ce moment-là que nous nous sommes posé la question de la méthodologie et nous avons choisi le lean design. Je reviendrai sur le pourquoi tout à l'heure, mais je laisse la parole à Julien pour vous expliquer de quoi il s'agit. Vous m'entendez bien? Ouais. Oui. Merci Anne. Alors effectivement, parfait. Et effectivement, je vais passer quelques minutes à vous présenter cette méthode qui est un peu un mot valise parce que quand j'observe pas mal de publications ou de documents autour du sujet, je vois souvent que derrière Lean Design, certains entendent Design Thinking, d'autres entendent exclusivement Lean Management. Et en fait, on va voir au travers de la présentation, en tout cas, je vais essayer de le présenter. Cette méthode se veut être le mariage des deux et donc le mariage des deux objectifs. Avant d'être une démarche, avant d'être une méthode, je pense qu'il faut avant tout dire que c'est une culture d'entreprise, que c'est un état d'esprit, que ça s'appuie sur un management qui s'installe dans une nouvelle forme de prise de décision et dans une nouvelle forme de construction de la décision et de construction du projet. Diapositive suivante. Vous allez voir ce que j'entends par mariage en termes à la fois de dimension Lean et de dimension Design Thinking. Le Lean est assez classiquement connu, hein, comme une méthode de projet qui vise à supprimer les temps non valeur ajoutée, à réduire les gaspillages, très connu et très documenté dans le monde de l'industrie depuis les années 60, voire même on a quelques exemples en avance de phase. Et dans le secteur hospitalier, ça s'est déployé progressivement avec très belles expérimentations et les HCL font figure un petit peu de proue sur ce sujet d'utilisation du Lean comme un élément de culture, comme un élément de transformation des modes de construction des projets, mais aussi d'identification des problèmes. La clé du Lean, c'est une capacité à correctement définir le problème, à mesurer ce problème, à l'observer, hein, et donc être en capacité des indicateurs dessus, à analyser les causes racines des problèmes avec plusieurs techniques. Alors évidemment, il y a toute une boîte à outils autour, notamment dans l'arborescence des causes, l'analyse en 5 pourquoi qui permet de remonter aux causes racines, à réfléchir et à trouver des solutions d'amélioration et ensuite à les mettre sous contrôle pour s'assurer que ça soit réellement mis en œuvre et que ça ne soit pas juste un vœu pieux. Ça marche bien dès lors qu'il s'agit de construire des processus ou de transformer des processus, mais qu'est-ce que ça vient faire cette histoire dès lors qu'on parle de construction de projets et de projets immobiliers? Le deuxième sujet, c'est celui du design thinking. Et vous allez voir finalement que dans le mariage des deux, on commence à comprendre pourquoi ça a tout son sens sur la dimension immobilière. Design thinking, c'est une démarche esprit design, quelque part, hein, que vous retrouverez dans les travaux de Stanford qui ont été un petit peu à l'initiative du design thinking et de la conception. C'est une démarche assez traditionnelle dans le monde de la conception d'objets. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui ont participé aux formations à l'époque aux HCL se souviennent qu'on a ensemble dessiné une bouteille d'eau, qui était l'un des premiers objets pour comprendre quelles étaient les étapes du design thinking. La première, c'est la phase de mise en empathie. Alors à l'hôpital, l'empathie, c'est le cœur du sens et de l'engagement, et en même temps, on se rend compte que parfois, cette mise en empathie avec la voix des utilisateurs, avec la voix des patients, avec la voix des professionnels, c'est quelque chose qu'on fait un petit peu pour le compte de quelqu'un d'autre. On est bien sûr de savoir ce que le patient va penser ou ce que le professionnel va penser, parce que, attendez, moi, ça fait 20 ans que je fais ce métier, donc je sais ce que le patient pense. Et en fait, on se rend compte que c'est pas si évident que ça, et ça a été l'un des gros sujets aussi. La phase de définition du projet, définition de l'angle d'attaque.
qui va nous permettre de savoir ce qu'on est en train de dessiner. La phase d'idéation, qu'on retrouve un petit peu en parallèle avec la phase improve qu'on a dans le Lean. Si vous voyez bien les deux schémas, non, c'est la démarche, la diapositive d'avant. Va s'en suivre la phase de prototypage et la phase de test. Et dans le prototypage, on voit que, diapositive précédente s'il vous plaît, on voit qu'on est vraiment dans une logique où on est sur un objet, on va définir quel est l'objet, là demain, le plan, l'architecture et l'organisation. Et en fait, notre objectif, ça a été de dire, le Lean Design va nous permettre de penser les organisations de demain, et donc là, vous voyez la valeur ajoutée du Lean, et la dimension et les solutions architecturales et les solutions fonctionnelles, et là, vous voyez la valeur ajoutée de la dimension Design Thinking de façon simultanée, et évidemment en s'appuyant sur des collaborateurs formés, parce que, comme je vous l'ai dit en préambule, c'est surtout un sujet de culture plus qu'un sujet de démarche. Et donc, ça veut dire que ça ne peut pas se faire en déléguant cela à une assistance de maîtrise d'ouvrage. Nous, notre rôle de consultant, et ça a été aussi une forme de déstabilisation pour nous, mais notre rôle à la base, et je remercie Anne d'avoir été vigilante à chaque fois à nous le rappeler, c'était bien évidemment de mettre en capacité les 180 utilisateurs concepteurs en capacité de définir eux-mêmes leur projet, de les armer, en construisant cette démarche et ces solutions qui leur permettaient de se projeter dans un bâtiment qui incarnait leurs nouvelles organisations. Et vraiment, c'est ça l'idée. L'idée, c'est de se dire, on ne va pas construire un bâtiment qui correspond à l'envie de quelques-uns ou qui correspond à ce qu'on estime être l'état de l'art, parce qu'on peut tous avoir une bonne idée de ce qu'est l'état de l'art, du bâtiment le plus moderne au monde. Non, on va construire un bâtiment que l'on veut adapter à des organisations qui seront matures, qui seront qualitatives et qui répondront à des problèmes du quotidien, qui rendent la vie des professionnels de santé compliquée et qui fait, Anne ne l'a pas dit dans sa présentation du site, mais que nous, le premier rapport d'étonnement, c'était mon Dieu, mais Boréal labyrinthe, ces bâtiments, quel labyrinthe, comment faire pour s'y retrouver? Et effectivement, la lisibilité des orientations, c'était un des premiers sujets. Alors, quand on marie les deux démarches, et là, on peut passer à la diapositive suivante, on a une démarche finalement qui est assez solide, compliqué peut-être, qui nécessite d'avoir une grande phase de diagnostic, d'embarquement, du recueil des besoins des utilisateurs. Et moi, je me souviens encore de ces très longs mois où l'ensemble de l'équipe projet nous disait « mais on en a marre de faire le diagnostic, on n'en peut plus, ça fait 3 mois qu'on fait le diagnostic, on sait ce qu'il faut faire ». Non, on continue à revenir sur le diagnostic. Et au bout de quelques mois, oui, non, mais je comprends pourquoi on revenait sur le diagnostic, parce qu'en fait, on n'était pas allé au bout du problème et on n'avait pas compris que les solutions qu'on proposait n'étaient pas forcément tout à fait au niveau du dysfonctionnement et des problèmes. D'où la nécessité d'être toujours dans cette phase d'itération, entre la phase d'idéation, de prototype, donc on s'est, vous le verrez tout à l'heure, à prototyper des schémas, à prototyper des organisations, à prototyper des fiches de poste, parce qu'on ne travaille pas que sur l'immobilier dans cette démarche-là, à prototyper des plannings, à prototyper des plans, puisqu'on a travaillé aussi sur des maquettes 3D, à jouer, à être les architectes à la place des architectes. Oula, mon Dieu, qu'est-ce qu'on n'avait pas fait? Mais non, mais c'était pour que chacun puisse se projeter, puisse concrètement dire ce qu'il et exprimer ce qu'il souhaitait en termes de fonctionnement et en termes d'organisation du quotidien. Parce qu'évidemment, quand je rapproche de services, je transforme des gestes métiers, je transforme des modes de fonctionnement. Et donc, si je ne projette pas en simultané les deux approches, la partie organisation et la partie locaux, et vous allez voir qu'il y a aussi la dimension outils, puisqu'on a travaillé aussi sur la conception du plan SI au service objet, si on n'a pas cette vision consolidée, cette vision qui fait système, au final, il nous manque toujours quelque chose. L'un est en avance de l'autre. Un bâtiment qui est plus en avance que les organisations, c'est un bâtiment qui est sous-exploité. Ou au contraire, des organisations qui sont plus en avance que le bâtiment, ce sont des organisations qui doivent contourner les difficultés apportées par le bâtiment. Et l'objectif, c'était vraiment cette montée en maturité. Alors, si on passe à la diapositive suivante, concrètement, comment ça s'incarne et sur quoi ça repose, qui fait qu'on estime aujourd'hui, 4 ans après, parce que le tout premier lancement, la première esquisse de réflexion du projet, c'était il y a quasiment 4 ans, ce qui fait qu'on estime que ça a marché aujourd'hui, c'est déjà un sponsorship très fort du management et une agilité de la gouvernance, c'est-à-dire une capacité
à prendre rapidement des décisions et à être dans une vraie responsabilisation de l'ensemble des sponsors du projet. Le deuxième point, c'est cette logique de bascule culturelle des modes de management. C'est-à-dire qu'on considère qu'au-delà de la gestion de projet traditionnelle, on va entrer dans une gestion Lean Design, une gestion où les outils du Lean Design sont déployés, sont utilisés au quotidien. Et encore aujourd'hui, 4 ans après, je comprends que ça fait partie des routines de travail des équipes que l'on a pu accompagner initialement, et j'avoue que c'est une fierté collective, effectivement. La formation initiale qui était fondamentale, parce que vous le voyez, c'est surtout une histoire d'hommes qui changent leur pratique, leur mode de conception du projet, leur façon de faire. Donc un vrai sujet de formation, des formations denses, appuyées pour les sponsors, mais aussi des formations sensibilisation d'une journée pour tous les participants de l'équipe projet, les 180, avec une logique aussi de formation sur le tas dans le cadre des Kaizen, qui sont ces grands séminaires de percée où on s'attaque pendant 3 jours à une centaine de problèmes et on réalise l'équivalent de 500 réunions globalement, hein, parce qu'il y a aussi cette puissance de l'organisation du Kaizen qui permet des vrais temps d'action. Les outils d'analyse et de résolution des problèmes, ça c'est tout boîte à outils entre guillemets hein, du Lean Design, notamment des outils de modélisation de flux qui permettent de regarder comment les flux évoluent entre les différentes structures et de voir notamment par les diagrammes spaghetti le côté un peu labyrinthique. Des utilisateurs finaux embarqués au début. Je pense que d'ailleurs on aurait dû commencer par ça, hein, parce que c'est vraiment sur ça qu'a reposé l'ensemble de cette démarche. Et puis cette logique de considérer que dès le début on ne connaît pas la démarche d'ensemble, qu'on va apprendre en marchant, qu'on va s'autoriser des erreurs, parce que c'est le principe même de cette démarche que de s'autoriser des erreurs. Alors je vais passer rapidement sur la diapositive suivante où on voit de façon un petit peu détaillée par quoi a commencé la phase de programmation de ce projet. Donc, je ne sais pas si la diapositive est passée. Vous voyez 3 grandes bandes oranges qui rythment en fait ce qu'on appelait ces grands Kaizen qui permettaient de façon consolidée d'embarquer et les urgences et les blocs et les soins critiques et de façon intermédiaire de travailler spécifiquement avec les urgences, avec les blocs et avec les soins critiques sur toutes les dimensions transversales du projet. Et le tout à la suite d'un grand travail de visionning avec le travail qu'on a appelé sur la patinoire, hein, qui nous permettrait de définir ce qu'était dans le scope du projet, ce qui ne l'était pas, l'identification de premières solutions, le benchmark international qu'on a nourri avec un corpus d'innovation organisationnelle et technologique qu'on pouvait mettre sur la table, des visites à l'étranger, notamment au Danemark, pour regarder d'autres modèles organisationnels, et puis une première identification de pistes et de scénarios. Vous allez voir que ça permet de guider la démarche. Diapositive suivante, concrètement, on va voir un petit peu à quoi ça ressemble parce que tout ceci sont que des mots. Au final, le schéma de concept, il paraît hyper compliqué, mais c'est assez simple. Tout part des professionnels et des patients. Tout part de la brique du bas, la voix des patients, la voix des professionnels, comment je me mets en empathie avec eux, comment je les écoute, comment j'arrive de ces entretiens, de ces groupes utilisateurs à déterminer 2 choses. Sur la droite, vous voyez la vision du succès, c'est la boussole du projet, c'est ce qui guide les pas de l'ensemble de l'équipe projet. Ça a été le premier travail, de définir la vision du succès, d'avoir des critères. On aura réussi si, on aura réussi avec des indicateurs, on aura réussi avec telle cible. Et donc, de clairement se donner une boussole qui soit la même sur tout le projet. De façon parallèle, une explication de dysfonctionnement qui a été remontée par les patients qui fermé son peerleiders waar we naar opkeken. En het is iemand die iets initieert en wat we dan gaan kopiëren. Iemand met wie we dezelfde waarden en normen delen. Alors, je peux continuer en allemand, mais je ne crois pas que c'était demandé. Ja, waarmee we... Il est possible de muter. Oui, voilà, merci. Terminé. La deuxième dimension, c'est celle des dysfonctionnements. Et vous voyez que les deux se mesurent et se collectent en parallèle. Une fois qu'on a les dysfonctionnements et qu'on a, à partir de l'international, eu quelques solutions ou quelques idées d'innovation, on arrive devant des dilemmes. Est-ce qu'on met en œuvre ou pas cette transformation, cette innovation? Est-ce qu'on décide de l'implémenter dans nos organisations, dans les plans? Et une fois qu'on a validé
que l'on prenait certaines innovations, il faut les traduire en processus, traduisant les processus en schéma fonctionnel. On arrive progressivement à l'objet final qui est le programme technique détaillé avec une liste des locaux, avec une table des surfaces, avec un travail sur le capacitaire. Mais vous voyez que tout ça vient de très très loin, à savoir la voix des patients, la voix des professionnels. Allez, je termine avec peut-être la dernière diapositive pour donner quelques envies. Ah non, ça sera Anne qui reprendra le relais avec cette diapositive qu'on a un peu en commun, à savoir pourquoi le Lean Design finalement est bien adapté. Anne, je vous rends la parole. Merci Julien. Donc, comme je l'indiquais tout à l'heure, face à la problématique de restructuration qui était la nôtre, nous avons souhaité mettre en place une méthodologie qui soit une méthodologie très participative. Pour cela, il y a eu, en lien avec la Direction générale des HCS, une analyse comparée des méthodes d'accompagnement des projets de cette envergure-là, et on s'est tourné vers le Québec. Et dans ce cadre-là, nous avons pu remarquer que la reconstruction du CHU de Québec était faite donc dans cette méthode de restructuration en Lean Design avec, je vous engage à aller sur leur site, une gestion de projet qui était une gestion de projet vraiment très alignée sur notre souhait d'implication des utilisateurs, mais aussi avec ce diagramme que vous voyez, l'intention de pouvoir passer plus de temps sur le début du projet, cette phase qui s'appelle le design et qu'on appelle la conception, à ne pas confondre avec le volet conception tel que porté par les architectes bien entendu, mais avoir cette phase qui nous permet de travailler très en profondeur à partir d'une page blanche sur la refonte de nos organisations avant de travailler sur les plans. Alors, c'est vrai que c'est une méthodologie un petit peu différente que ce que l'on a pu connaître antérieurement au sein des Hospices civils de Lyon, même s'il y a une grande pratique et une grande maîtrise de la gestion de projets de cette ampleur, des méthodologies différentes de ce que moi j'avais pu connaître également dans mes expériences professionnelles antérieures avec des vicissitudes diverses. Mais il nous semblait important de pouvoir mettre en place donc ce dispositif. Vous voyez que l'objectif, c'est du démarrage en Lean Design, c'est de muscler la phase initiale et après d'éviter les modifications de programme et d'avoir une démarche en lien avec la maîtrise d'œuvre qui soit plus maîtrisée et avec du gain de temps sur cette partie-là. Marie-Claude Richard vous expliquera tout à l'heure si de son point de vue c'est gagné ou pas. Donc on avait cette intention-là, un projet participatif, un projet qui intègre le Lean et un projet qui soit efficace. Suivante. Alors, quelle est la démarche type? Tout à l'heure, Julien l'a évoqué, on s'est vraiment attaché à faire une analyse de nos dysfonctionnements dans tous les secteurs du périmètre projet. Et donc, ça a été une période très, très dense, un peu longue, sans doute un petit peu, comment dire, difficile à vivre pour les équipes parce que le propre de cette méthodologie, c'est de vraiment avoir un regard assez réaliste et lucide sur ce qui fait nos dysfonctionnements ou nos points d'amélioration. Donc, cette phase a peut-être, en retour d'expérience, été un petit peu longue et un peu éprouvé les esprits du collectif. Mais on s'est attaché en tout cas à la faire de façon très, très sérieuse, à travailler sur les causes, les analyses de chaînes de valeur dans donc, tous les secteurs, les blocs opératoires, la chirurgie ambulatoire, les urgences et bien sûr les réanimations, avec tous les flux qui y sont associés, la pharmacie, les transports, le volet logistique, l'imagerie également. Donc, on a vraiment fait une analyse 360 de l'ensemble des process, ce qui prend forcément pas mal de temps. Il était important aussi avec le groupe utilisateur, puisqu'il y a 180 personnes à réunir ensemble, ce qui est assez impressionnant bien sûr, de travailler sur une vision du succès partagé. Le projet sera un succès si et quand. Et donc, on a travaillé sur la vision du succès des professionnels, la vision des patients, la vision de l'institution. Et les indicateurs qui ont été associés à cette vision du succès sont les indicateurs que encore aujourd'hui nous utilisons pour juger et évaluer l'avant-projet
sommaire que nous avons testé en fin d'année avec Michel Raymond et ses équipes. Ce sont aussi ces indicateurs qui nous ont permis de déterminer quel était le cabinet d'architecture qui serait lauréat parmi les 5 esquisses. Donc, ce travail en amont, il nous guide depuis lors, et ça fait 4 ans, comme l'indiquait Julien Ruttard tout à l'heure. Bien sûr, une fois qu'on a déterminé ces dysfonctionnements, leurs causes, partager la vision du succès de la résolution des problèmes, on doit regarder quels sont le set d'innovations que l'on peut avoir pour répondre à ces problèmes. Donc, c'est là où il a fallu avoir une démarche de benchmarking et pour notre équipe projet, avoir une vision un petit peu comment dire, creusée des solutions qu'il souhaitait mettre en œuvre. Ça a été assez intéressant. Il y avait parfois, et c'est l'étape 5, plusieurs solutions pour un même problème. Donc, il a fallu discriminer ces solutions, les hiérarchiser, arbitrer en étape 6, puis ensuite tester et ajuster. Et donc, tout le plan de transformation du projet qui a été validé en premier, vous l'aurez compris, a fait l'objet de tout ce cycle de travail. Et une fois que ce cycle de travail a été très avancé, nous avons intégré Vincent Sainte-Marie-Gauthier et son équipe à l'élaboration de la programmation fonctionnelle. Mais Vincent est arrivé assez tardivement dans le process pour justement qu'il y ait des utilisateurs qui aient pu vraiment travailler en amont sur le volet des organisations. Vous l'avez compris, une fois le programme validé, ensuite, les étapes, sur la diapositive précédente, excusez-moi, les dernières étapes, qui sont les étapes de test et d'arbitrage et d'ajustement, sont les étapes que nous reproduisons systématiquement avec Michel Raymond et son équipe pour la validation d'esquisse, pour la validation de l'APS et bientôt pour la validation de l'APD. Donc, pas d'hésitation pour les membres de l'équipe projet, puisqu'ils retrouvent les mêmes fondements méthodologiques que lors de l'élaboration des premières étapes. On reste dans les mêmes routines et dans les mêmes outils. Donc, il est vrai qu'on ne peut pas implémenter cette démarche dans toutes les circonstances. Mon expérience professionnelle m'invite à le dire. Je pense que je n'aurais pas pu faire un projet de ce type-là dans d'autres endroits ou d'autres projets que j'ai pu mener, bien évidemment. Il faut une communauté qui soit tournée vers l'innovation. Et c'était le cas, et c'est toujours le cas à l'hôpital Lyon-Sud. J'ai mis quelques exemples là, mais on est dans des équipes qui ont vraiment contribué à innover dans les parcours patients. Et puis, à compter de 2016, a été mis en place aussi au sein du groupement hospitalier toute la dimension managériale de lean management avec les stand-up meetings dans les unités, la mise en place de la salle de pilotage du groupement. Donc, toutes des initiatives managériales qui font qu'effectivement, les outils du lean management et d'amélioration continue sont monnaie courante et depuis cette période-là, donc ce qui facilite bien sûr l'appropriation de ce type de méthode par le collectif. Suivante. Alors, bien entendu, quand on évoque un projet de cette amplitude-là et on évoque une démarche participative, on n'est pas dans un projet open bar. On est dans un projet qui fait l'objet d'un cadrage et ce cadrage, en référence à nos amis québécois, on l'a appelé la patinoire. Et donc, comme dans toute patinoire, il y a des bords à la patinoire et on patine sur la glace, on patine pas sur les travées de la patinoire. Et donc, le collectif a eu connaissance dès le départ du cadrage du projet. Nous ne savions pas initialement si nous serions dans une démarche Copermo ou pas, donc nous avons fait comme si, et nous avons partagé dès le départ les indicateurs de performance, donc la voix de l'institution, vous avez vu la voix des patients, la voix des professionnels, il y a aussi la voix de l'institution qui portait une dimension performance, que ce soit sur le capacitaire, les organisations et les locaux. Nous avons aussi assumé un projet axé sur l'amélioration continue de la qualité, qui est un des volets du Lean. Mon poste de travail est adapté, donc je donne le meilleur de moi-même pour mon patient. C'est une des applications du Lean au sein de l'hôpital. L'optimisation de nos flux, j'y reviens pas, j'en ai parlé tout à l'heure. L'amélioration des conditions de travail, je le redis là. Puis l'expérience de nos patients, puisque nous avons 100 patients qui ont participé en séminaire ou via l'objet de mesures sur le terrain ou de questionnaires au projet à diverses étapes. La dernière étape étant un partage avec l'équipe de Michel Raymond en septembre dernier sur les orientations de l'esquisse
Et donc, on a pu faire, juste avant la deuxième vague Covid, intervenir les patients lors d'un séminaire dont vous verrez l'illustration dans le film qui vous a été indiqué tout à l'heure. Suivante. Voilà, donc c'est une démarche collective, hein, vous l'aurez compris, qui associe 180 professionnels. On a dû adapter les modalités avec le Covid en faisant des e-Kaizen, ce qui est très intéressant en interfaçant des surfaces hub. Donc, on arrive à faire vivre le collectif de façon différente. Qui a intégré une phase d'observation aussi des organisations actuelles et un benchmark européen. C'est une démarche qui favorise la créativité et l'innovation. Mais bien sûr, une fois le cadrage et les objectifs posés, il ne faut jamais perdre cela de vue. Et puis, ça nous conduit à des scénarios d'organisation, de fonctionnement, à définir ces scénarios-là, les scénarios de coût avant d'arbitrer, de dessiner les plans. Et puis, cette démarche-là nous permet aussi maintenant d'avoir, avec la maîtrise d'œuvre, une validation successive des différentes étapes du projet qui vont nous conduire bientôt à la validation de l'avant-projet détaillé et du pro. Donc, un retour collectif très appréciatif pour ce qui me concerne. Et je crois qu'il y a voilà, une diapositive complémentaire. Il ne nous était pas possible techniquement de vous passer le film pendant cette séquence, mais vous pourrez retrouver sur la chaîne YouTube des HCL le film qui retrace la gestion de projet depuis le départ, depuis 4 ans. Donc, c'est un film qui fait une quinzaine de minutes où vous verrez toutes les étapes filmées avec l'ensemble de l'équipe projet et vous retrouverez l'ensemble des volets que je viens de vous relater. Je laisse la parole à Marie-Claude Richard. Eh bien, merci. Alors, bien, moi, je vais vous parler de mon expérience d'architecte, hein, puisque on a commencé ce projet comme on fait d'habitude dans le cadre d'un concours, c'est-à-dire qu'on nous a donné un programme et je dois dire qu'au début, on a bien entendu parler du Lean Design à la présentation quand on est allé à la présentation du programme et du site avec les autres équipes concurrentes, quand on a initié le concours. Et je dois dire que le Lean, Lean Design, ça nous apportait à la fois, on trouvait ça très contraignant parce qu'on a l'impression que tout était figé d'avance et qu'on n'aurait plus aucune marge de liberté. Et en même temps, je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, pour être honnête. Alors, on s'est renseigné, on a bien regardé toutes les documentations, mais tout ça, c'est très abstrait tant qu'on n'y est pas directement confronté. Et c'est quand on a commencé à travailler sur le projet vraiment, qu'on a été lauréat et qu'on a travaillé avec les équipes des HCL, que là, j'ai réalisé la portée et l'étendue du travail énorme qui avait été effectué en amont et tous les bénéfices en fait de ce grand travail de préparation. Alors, de fait, en parlant, j'oublie de passer les diapos. Désolée. Alors, le projet Boréal, pour l'architecte, au départ, c'est quand même sur un site existant. Là, vous avez une photo de la volumétrie du site, d'une partie du site sur lequel on va travailler. L'enjeu, c'était faire environ 15 000 m² de restructuration in situ, avec comment dire, pas in situ, mais avec le personnel qui continue de travailler dans des parties de bâtiments, hein, sans interruption de service, et puis une extension d'environ 11 400 m². Donc, les plus de cette démarche, ce que je peux dire qui est impressionnant quand même au départ, c'est les présentations, la masse de présentations, la quantité de présentation du projet, c'est-à-dire qu'on a présenté dès l'esquisse, le projet a été présenté à non seulement les personnes qui avaient travaillé sur la définition des besoins, mais aussi à l'ensemble des personnels de l'hôpital. C'est-à-dire qu'on a fait des réunions où on a même fait des réunions, 4 fois la même réunion de présentation
pour que toutes les personnes qui voulaient, qui travaillent à l'hôpital, qui voulaient assister à la présentation du projet puissent venir nous poser des questions. Donc ça, c'est une dimension impressionnante, la diffusion, on va dire, la communication, la forte diffusion du projet pour l'ensemble du personnel. Ce qui est appréciable, c'est aussi une qualité de dialogue, une très grande qualité de dialogue. Je m'en suis rendu compte assez vite. C'est qu'il y a une fluidité et des échanges avec les personnes que nous avons en face qui sont c'est très dense, tout ce qui se dit c'est très important, très dense, mais il y a parfois des tensions, mais il n'y a jamais de blocage ni comment dire, d'énervement. Tout se passe avec des personnes qui ont eu l'habitude, ça se voit, qui ont eu l'habitude de travailler ensemble, qui ont eu l'habitude d'écouter l'autre. Je trouve que c'est une manière aussi d'aborder des sujets. Il y a une direction, tout ça c'est possible parce qu'il y a une direction de projet qui est très impliquée. Madame Del Garcia et participe à beaucoup de réunions. Il y a aussi une très bonne interlocutrice avec nous, Fanny Moura, qui est chargée de faire le relais entre l'équipe de conception et l'équipe des utilisateurs. Cette forte présence est hyper importante pour toujours tenir le fil, canaliser, orienter les débats. Mais à vrai dire, ça se fait relativement naturellement. Tout ça, c'est un respect, on va dire, un respect mutuel de la parole de l'autre, et c'est aussi une forte dynamique, puisqu'en fait, on est dans comme dans un train en marche, en fait. On fait partie d'une équipe de fabrication du projet, et cette équipe, elle a travaillé avant nous, et je prendrai l'image finalement d'une course en relais. C'est comme si on nous avait passé le relais. On nous dit, allez-y, maintenant c'est à vous, mais en même temps, tout le monde reste dans la course. Et ça, je pense, c'est très motivant et très stimulant parce que ça ne concerne pas seulement quelques têtes pensantes qui ont tout décidé pour tout le monde. C'est vraiment un sentiment d'équipe, je trouve plutôt enthousiasmant pour avoir travaillé sur d'autres projets où ça ne se passait pas tout à fait de cette manière. Il y a dans les échanges, il y a des questionnements interactifs. Il y a aussi un objectif vraiment commun, puisque en fait, on échange entre nous. Il y a à la fois le partage des métiers, c'est-à-dire que nous expliquons comment nous travaillons, nous expliquons pourquoi nous avons fait un plan de telle ou telle manière, et inversement, les utilisateurs en direct nous expliquent pourquoi telle solution leur convient, pourquoi telle autre, ils n'y avaient pas pensé, mais finalement, ça marche très bien. Mais tout ce qui se dit, c'est fait avec l'appui d'un travail qui a été fait en profondeur, en amont, et une analyse extrêmement sérieuse de tout ce qu'on leur présente, qui se passe avec… alors, dans le concret, c'est comme l'a dit Anne-Dec Garcia, il y a des réunions régulières qu'on appelle les Kaizen, mais en amont de ces réunions régulières où on rencontre les groupes de travail, chaque groupe de personnel hospitalier a analysé nos documents. Et ce qui fait que quand on fait des réunions Kaizen en cours d'APS ou en cours d'APD, l'ensemble des personnes qui participent à ces réunions ont déjà analysé les documents. Mais ce qui est remarquable, c'est aussi que les personnes d'un service souvent restent à la présentation du service suivant, parce que finalement, les frontières, elles sont fluides. C'est pas chacun chez soi, c'est chacun pour construire ce projet. Et c'est aussi une dimension qui m'a beaucoup étonnée dans cette manière de travailler. Alors,
pour nous, c'est plutôt sécurisant, hein, parce qu'en fait, ce qui est acté est toujours, on vient pas en arrière. Ou si on revient en arrière, il faudrait qu'il y ait vraiment des causes nouvelles, enfin, des choses, des événements exceptionnels, mais c'est construit pas à pas. Et ça, je pense qu'il y a aussi dans cette manière d'aborder les sujets une forte parenté avec notre démarche d'architecte quand on travaille sur un projet. Je vais sans doute conclure par cette partie-là, c'est-à-dire que finalement, moi j'ai trouvé beaucoup sur quelque chose que je ne connaissais pas, finalement j'ai trouvé pas mal de points communs avec notre manière de travailler, nous, en tant qu'architectes. Une démarche progressive, comme au même titre que finalement, quand nous avons connaissance d'un programme, eh bien, nous avons un travail de recul. En fait, il faut d'abord qu'on mette à plat toutes nos idées reçues. Il faut qu'on les éloigne. Il faut arriver avec un regard ouvert sur un programme et prendre une certaine distance. Et je pense que c'est ce qu'a fait toute la démarche de Lynn. Ça a été ça, c'est de prendre de la distance par rapport à son travail quotidien. L'analyse et l'inventaire des données, eh bien, c'est exactement aussi nous ce que nous faisons au départ quand nous démarrons sur un projet. Et cette analyse et ce travail de décortiquage en fait de toutes les fonctions, de tous les flux. C'est le travail qu'a fait le personnel hospitalier avec cette méthode et qu'il continue à faire, parce que c'est ce que je pense que c'est important aussi d'insister là-dessus, c'est que c'est pas seulement sur un projet, c'est sur une manière de concevoir l'environnement du travail, leur environnement quotidien d'aujourd'hui, mais de demain. Tous les projets, nous, on est une petite partie, on est un petit wagon dans l'ensemble des hospices de Lyon-Sud, enfin de l'hôpital Lyon-Sud. En fait, il y a pas mal de projets qui gravitent autour d'une autre, un peu moins importants, mais qui ont aussi des équipes de conception. Et la manière de mener tous ces projets de front, eh bien, on voit bien que le personnel a appris à poser les questions de base pour aborder les nouveaux sujets. Voilà. Et donc, nous, on est dans cet environnement bouillonnant qui continue de vivre, qui ne s'est pas du tout arrêté à la remise de nos projets de concours et après à la construction du bâtiment. On sait on fait partie d'un système en mouvement, que c'est une étape, c'est seulement une étape sur un long terme de ce qui va se passer au-delà de nous et au-delà de notre projet. Et je trouve que c'est plutôt une bonne façon de raisonner sur un projet de cette envergure. Voilà, donc là, je termine mon intervention. Juste quelques petites illustrations pour vous montrer ce que c'est que notre approche en tant qu'architecte. On a pris le programme, on a mis toutes les fonctions, on les a accordées entre elles avec tous les flux, on les a organisées indépendamment des contraintes de site. Ça, c'est toute l'ampleur de l'ensemble des éléments qui font les fonctions. Enfin, là, je ne vais pas rentrer dans le projet parce que ce serait encore un autre séminaire, une autre conférence. Mais disons qu'on travaille pas à pas comme ça, en associant tous les éléments d'un puzzle et pour ensuite l'intégrer dans le site. Donc là, on voit finalement la partie qui émerge, de l'iceberg, hein, qui est l'extension. Mais le travail s'est étendu sur tout ce qui est restructuration. Et c'est comme ça que nous avons construit notre projet Boréal, projet d'architecte, pour arriver à un projet complètement
en cohérence avec la démarche que nous avons initiée au départ. Voilà, donc c'est le lien entre ces deux images, je pense, qui illustre notre projet boréal, mais ce projet boréal inscrit dans toute cette démarche Lean. Et je pense qu'on peut passer maintenant aux questions. Merci de cet exposé qui nous a tenu pendant une petite heure et avec beaucoup d'intérêt. En regardant un peu les questions qui se posent, alors des questions sur l'organisation, peut-être vers vous, Anne, comment était, si vous pouvez nous dire 2 mots sur la gouvernance du projet. Une question qui est vraiment qui interpelle, c'est sur la vision du patient. Comment on récolte la vision du patient finalement dans un monde où le patient, même si on s'occupe de lui, c'est pas facile de pouvoir discourir avec lui. Et puis une question aussi liée à la méthode d'analyse. Est-ce que notamment des ergonomes étaient présents sur le projet, dans les différents groupes de travail? Est-ce que c'était plutôt du travail en chambre ou du travail de séance? La gouvernance, la vision patient dans un premier temps et la méthode d'analyse. Merci Alain. Donc sur la gouvernance du projet, on a une gouvernance de projet qui est effectivement très très dense et ce qui est sans doute une des conditions du succès, avec des temps de gestion de projet qui sont très très récurrents. Alors je vais les décliner. Je vais commencer du haut vers le bas. Nous avons un comité de pilotage avec la direction générale des Hospices civils de Lyon toutes les 6 semaines à peu près. Comité de pilotage qui fait remonter, comme dans une organisation tout à fait habituelle, les sujets de validation qui ne peuvent pas rester au niveau de la chefferie de projet. Au niveau de la chefferie de projet, nous avons organisé plusieurs temps. Le premier est un temps tous les mois de comité directeur. Donc, ce comité directeur, il réunit le chef de projet et les référents médicaux du projet, puisque pour chacun des secteurs, urgence, réanimation, anesthésie et bloc opératoire, nous avons un PUPH ou un chef de service qui est responsable de ce secteur. Donc voilà, nous l'avons étoffé avec des collègues de l'équipe de direction qui sont présents également, mais tout ça pour vous indiquer que cette instance est là pour valider ce qu'elle peut valider. Les arbitrages, il y a des modifications éventuelles au moment de la définition du programme ou maintenant quelques ajustements en phase APD se font dans cette instance-là sur la base d'une trame d'arbitrage qui est inscrite dans le projet depuis 2017 maintenant. Nous avons une revue mensuelle travaux auquel, bien sûr, participent à la fois la chefferie de projet, les responsables équipements et toutes les interfaces structures et toute l'équipe travaux qui est concernée, l'équipe achat également, ce qui nous permet de scander là aussi du côté de la maîtrise d'ouvrage toute la partie interface utilisateur et puis plus interface aussi parfois politique comme vous l'imaginez. On a une revue mensuelle également sur le plan de transformation. Donc, les 120 axes du plan de transformation sont pilotés mensuellement avec des échéances, des supports de rendu, enfin, dans une salle de pilotage qui est virtuelle en ce moment du fait de la Covid, bien entendu. Mais cette ossature projet nous permet chaque année de mettre en test avant l'ouverture qui s'échelonnera entre 2022 et 2026 tous les axes de transformation et de réorganisation qui ont été définis il y a 3 ans et demi maintenant. Nous avons aussi des comités techniques. Ces comités techniques réunissent l'encadrement, le top management de Lyon Sud concerné par le projet, l'encadrement intermédiaire, on est une trentaine,
et ce qui permet de passer de l'information sur le volet travaux, mais aussi co-construire avec ces référents-là les Kaizen, donc ces fameux séminaires qui réunissent toute l'équipe projet, à savoir 180 personnes. Donc, on a mis le curseur un petit peu plus bas en phase Covid et vous l'avez compris, on a digitalisé les Kaizen. Mais ces comités techniques sont à la fois un lieu de travail au fond sur l'élaboration de ces séminaires, mais aussi un lieu de partage d'informations. Il y a toute une organisation, l'interface maîtrise d'ouvrage, maîtrise d'œuvre aussi, mais qui est peut-être plus habituelle, mais je laisserai Bruno compléter ma réponse sur le sujet. Concernant la vision patient, ça a été un élément assez fondamental dès le départ. C'est tout à fait juste. Donc, on a mis en place un système de recueil de l'avis des patients et de leur vision dans des mini Kaizen spécifiques. Vous verrez dans le film, hein, c'est illustré au départ du projet en 2017 pour le secteur des urgences, pour le secteur des blocs opératoires, pour la chirurgie ambulatoire, pour les soins critiques. Donc avec un système de repérage via nos questionnaires patients, de patients volontaires pour pouvoir s'exprimer dans ces groupes, et aussi par des mesures dans les services pendant une journée. On a des équipes qui se sont délocalisées au sein des unités pour recueillir une vision du patient, et on avait élaboré en amont les axes sur lesquels on souhaitait avoir leurs orientations, leurs ressentis. On a complété ces éléments-là au mois de septembre. On a reconvoqué les mêmes patients. D'autres sont venus également pour mesurer les écarts entre la vision du succès qu'ils avaient établie en 2017 et l'esquisse proposée par Michel Raymond et son équipe. Et je crois que ça a fait l'objet d'échanges très intéressants du point de vue de la maîtrise d'œuvre. Vous verrez dans le film que les patients ont fait un retour aussi très satisfait de voir à quel point le projet était conforme aux orientations qu'ils avaient données. Quant aux méthodes d'analyse, Julien l'a évoqué tout à l'heure, il y a certains des Kaizen qui étaient dédiés à ces mesures sur le terrain. Et bien sûr, notre équipe de conseillères en conditions de travail, il se trouve que ce sont 2 ergonomes, étaient présentes et restent très actives dans nos comités techniques et également dans nos Kaizen. Donc cette dimension-là a effectivement bien été intégrée. Merci. Julien, vous voulez rajouter quelque chose sur la vision patient, une méthode que vous utilisez? Oui, et peut-être aussi sur le cycle d'arbitrage, parce qu'un petit élément de contenu complémentaire, on s'est retrouvé à la fin des Kaizen sur les organisations à avoir autour de 100 à 150 pistes de transformation de l'établissement qui étaient toutes associées à des fonctionnalités à développer dans le cadre du projet architectural. Et on a dans une logique très agile, processé, industrialisé cette technique d'arbitrage avec des cycles d'arbitrage extrêmement courts où on se retrouvait 4 fois par semaine, je crois, hein, sur des temps qui duraient 1 heure, 1 heure et demie, où tous les porteurs de fiches, hein, qui étaient des membres de l'équipe projet, qui portaient et incarnaient une idée de transformation, de modification de leur pratique, défilaient devant une forme de comité de direction interne qui permettait de valider la proposition ou de proposer de la retravailler en identifiant derrière bien toutes les implications, à la fois d'un point de vue qualité de prise en charge, économique et organisation derrière autour des conditions de travail, évidemment. Pour revenir sur les patients, c'est évidemment un sujet fondamental parce que sans cette capacité à l'attraper, on passe à côté de beaucoup de transformations. Des sondages, de l'écoute directe, des ateliers, des focus group, des questions, des observations sur le terrain. On a déployé toute la panoplie des types d'écoute active qui ont permis aux professionnels, je pense que l'un des premiers enseignements, c'était que pour bien écouter, il faut d'abord bien se taire et réellement arriver sans a priori sur ce que l'on vient chercher comme information pour être réellement en mise en empathie. Merci pour ces précisions. Un autre ensemble de questions, peut-être plus pour Michel ou Marie-Claude. Alors, une première question, est-ce que le BIM a apporté quelque chose à la démarche? Enfin, est-ce que vous avez déjà utilisé le BIM et est-ce que ça a apporté quelque chose à la démarche Lean? Est-ce que c'est un complément? Est-ce que, voilà, question autour du BIM et du Lean. Et une autre question sur l'application, comment vous envisagez ou est-ce que c'est possible d'envisager cette méthode Lean dans le cadre d'un marché global de performance? Donc, avec cette conceptualisation, est-ce qu'à partir du moment où on aurait rédigé un programme et suivi une opération jusqu'à sa phase
dialogue compétitif. Est-ce que ensuite vous pensez que c'est possible de l'organiser à travers une conception-réalisation? Marie-Claude, je te laisse répondre sur le BIM et je répondrai sur la deuxième partie de la question. Mais je voulais juste dire avant, j'aimerais bien que Vincent Sainte-Marie-Gauthier nous dise un peu aussi après comment il a vécu ça et qu'est-ce que ça apporte à son métier. On répond aux deux questions, puis on verra avec Vincent après. Voilà. Alors, le BIM, en fait, c'est, comment dire, c'est deux sujets parallèles, différents. C'est pas le BIM, c'est un outil pour, enfin tel que je le vois, hein, c'est l'outil que nous utilisons parce que nous travaillons les concours. Dès le concours, nous travaillons avec non pas du BIM mais du Revit. Le Revit nous permet de mettre en forme avec un outil assez simple la relation entre le programme et les représentations graphiques et les tests de surface qu'on peut passer en volume directement. Ça, c'est pendant le concours. Après, je dirais que, enfin, je ne lis pas du tout le BIM et le Lean. Enfin, je vois pas là, comme ça, je vois pas la correspondance. Le BIM reste un outil. Aujourd'hui, on travaille le projet en BIM 360, c'est-à-dire qu'on est vraiment une équipe, l'équipe de maîtrise d'œuvre, on est tous sur la maquette partagée, enfin différentes maquettes associées. On n'est pas sur une seule maquette, on est sur des maquettes que nous partageons, que nous avons mis dans un serveur commun. Ça nous permet d'aller plus vite, ça nous permet de communiquer, de faire du direct. Voilà, mais sinon, par rapport au Lean, non, si je peux me permettre, c'est vrai que la méthode nous permet de travailler quand même autour d'une maquette et cette maquette, elle est interactive. Donc peut-être que la question tourne autour de ce point-là, puisque dans le Lean, effectivement, à certains moments, il y a besoin d'interaction assez rapidement entre le projet et les utilisateurs pour leur faire comprendre, mais aussi pour prendre en compte leurs observations. Et est-ce que quand même le fait d'être, alors le BIM, je suis d'accord, peut-être la maquette Revit du BIM, est-ce que ça ne permet pas quand même cette interaction plus facilement? Je ne pense pas. Je pense que c'est je ne pense pas. Je pense que c'est très, très technique. Si on est en train de parler d'outils de communication, concrètement, moi aujourd'hui, quand on doit changer le projet, on fait plus facilement pour faire des faisabilités, on fait plus facilement un export dans un logiciel plus simple, SketchUp, pour faire des variantes, pour étudier proposer des choses au personnel. Et puis ensuite, quand on a stabilisé ce qui nous convient, eh bien, on passe en Revit. Le Revit, c'est quand même, enfin, le BIM a une dimension technique. Alors peut-être que par rapport, non, je vois pas. Au niveau des référents en travail technique, oui, au quotidien avec les référents techniques des HCL, le bureau d'études qui fait des allers-retours, mais c'est pas, non, je vois pas de lien direct en fait. D'accord, de toute façon, après, c'est une gestion du BIM avec d'autres impératifs. Oui, c'est pas au même niveau. Il y a des éléments qui sont en train d'être faits sur la façon dont on peut utiliser le BIM pour y plugger des modèles organisationnels. Et des travaux qui ont été faits notamment par l'École centrale de Paris sur la façon dont on peut tester des flux en fait et se servir de la maquette pour s'assurer que les flux sont correctement dimensionnés et que notamment quand on parle de circulation verticale, on est adapté. Donc il existe des ponts dès lors qu'on arrive à développer autour des outils BIM des nouveaux outils qui sont des outils de modélisation de flux et très connectés avec les organisations. Merci Michel. Une autre question sur le dialogue? L'idée, c'est que ce qu'on a constaté, ce que Marie-Claude a raconté, c'est que le programme est extrêmement bien formalisé grâce à la méthode et approprié par le personnel. Et donc, il y a le moins possible. Nous, on perçoit au niveau APD que le personnel n'est pas sans arrêt à renacler, à remettre en cause des éléments qui ont été décidés avant le concours et donc moins de remise en cause. Donc, à partir de ce moment-là, en MGP, dont tout le monde a peur, c'est les modifications une fois que le projet est démarré. Donc, je pense que cette démarche, elle est plutôt très, très favorable à ça.
après, pendant la démarche, pendant la conception en MGP, là pour le coup, le système de Lean Design s'arrête. Mais il y a avant un programme qui a été extrêmement bien précisé, quoi. Et c'est ça, avec des organisations, avec tout ça, et approprié par tout le monde. Et les gens adhèrent au projet. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça peut très bien se faire, oui. Après, on reste dans une logique de gestion de projet, après, ça prend plus de temps qu'un programme classique de faire cette méthode-là, mais le bénéfice est énorme. Parce que pour le moment, ce que Marie-Claude a dit à travers ses phrases, et je terminerai par ça, c'est que le projet, on le fait vraiment en flux tendu. Ça va à toute vitesse, il n'y a pas d'arrêt, il n'y a pas de temps mort, et on n'arrête pas de râler parce que le maître d'ouvrage n'approuve pas les plans assez vite, quoi. Dans le mois et demi d'approbation, un mois et demi, nous, ça nous embête, on voudrait aller vite. Donc, c'est un énorme avantage pour nous par rapport à d'autres projets qu'on a pu vivre, dont on entend parler, où ça traîne, les phases durent un an, on ne sait pas, ça s'arrête, ça repart, stop and go tout le temps. Nous, pour le moment, on est en flux tendu sans arrêt. Et ça, c'est pour un concepteur, c'est vraiment très agréable. Enfin, agréable, on s'en fout d'être agréable, mais c'est vraiment, ça permet de bien travailler. Voilà. J'aimerais que Vincent dise quelque chose maintenant. Merci Michel. Vincent, est-ce que vous voulez rajouter, donner un témoignage, vous qui êtes intervenu une fois que le Lean était déjà bien avancé sur la partie programmation et juste avant la phase concours finalement. Bonjour à tout le monde. Oui, moi, je dirais que nous, notre profession, c'est un peu d'être en empathie avec les utilisateurs et de rencontrer de l'adhésion et je dirais d'aller vers de la co-construction. Donc forcément, quand Anne et Julien m'ont invité sur cette opération avec la méthodologie qu'ils proposaient, ça a été pour moi une énorme expérience, hein, je pense. Je crois que ceux qui vont regarder le film vont comprendre qu'on était extrêmement pris dans cette relation aux utilisateurs et à des utilisateurs qui sont je dirais, en capacité. C'est-à-dire qu'ils sont en capacité à la fois de comprendre ce que l'on est en train de faire nous et qui sont même en capacité de nous remplacer, de faire ce qu'on fait d'habitude et de nous expliquer parfaitement bien ce dont ils ont besoin pour qu'on puisse tous comprendre la justification de ce vers quoi ils veulent aller, quoi. Et donc pour nous, c'était une expérience énorme et effectivement, je pense que dans la façon dont on a pu rédiger le programme derrière, une aide extraordinaire et l'idée qu'on a pu expliquer aux architectes. Et je pense que la qualité du concours et des réponses qu'on a eues au concours, bien sûr, le projet de Michel était très, très bon, on va dire, excellent, mais on a eu beaucoup de projets excellents, quoi. Je pense que le taux de réussite du concours, et Alain, que tu as participé aussi, tu pourras le dire, Anne aussi, on a été vraiment surpris par la qualité des réponses. Et je pense que ça vient de ça vient du fait que le programme était très riche et très complet et très aidant pour les concepteurs. Voilà. Un témoignage sur les 5, les 4 ou les 5. J'ai cru voir tout à l'heure que M. Catoire était connecté, mais peut-être qu'il est. Et je ne sais plus s'il est encore avec nous puisqu'il a participé au jury également. C'est intéressant d'avoir un œil extérieur aussi. Effectivement, les esquisses étaient de grande qualité avec des gestes architecturaux très, très différents, bien entendu, mais une intégration du programme de façon effectivement très, très satisfaisante. Alors, le Kaizen de sélection a été très, très méthodique avec des utilisateurs très investis, très, très investis. On avait fait le choix de les faire travailler sur la fonctionnalité de tous les projets sans leur montrer l'enveloppe du projet, la coque du projet et les vidéos qu'avaient fait les cinq cabinets d'architecture pour pas qu'on ait un effet waouh qui vienne un petit peu perturber l'analyse fonctionnelle. Cette analyse fonctionnelle, elle a duré 2 journées. Grâce à l'équipe de Vincent qui a été très active avec nous, je pense que l'analyse a été très sophistiquée avec une centaine de personnes investies lors de ces séminaires-là. Et finalement, l'analyse fonctionnelle a été aussi
prépondérante dans le choix que le visuel du projet. Donc, on avait un alignement parfait et on arrivait au concours avec cette analyse des utilisateurs, plus l'analyse technique, bien entendu, avec une convergence forte. Et cette convergence, elle a été aussi partagée avec le jury qui n'avait pas participé à la démarche. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir l'approche de ceux qui n'ont pas participé et qui se sont laissés convaincre par cette analyse qui avait été très sophistiquée. Et pour moi, ça a été 2 journées de grand plaisir. Je ne vous le cache pas parce que vu que j'étais membre du jury, je ne pouvais pas participer au groupe d'analyse. Donc, je virevoltais entre les groupes et de voir autant d'enthousiasme, autant de sérieux, autant d'implication, de voir Vincent et son équipe qui jouaient le jeu à fond, de voir Alain Benigni qui jouait le jeu à fond aussi, je me souviens, dans le groupe des soins critiques, puisqu'il fallait argumenter sur son avis. On avait mis en place un système de couleurs. Et donc, voilà, il y a eu une discussion très, très ardue sur certains projets. Et voilà, cette appropriation collective, c'était pour moi l'acmé de ce que je souhaitais faire sur ce projet. Alors maintenant, ça continue bien sûr avec Michel Raymond et son équipe, mais il y a vraiment un très, très grand enthousiasme et une formation des utilisateurs à la conception qui est arrivée à un très haut niveau. Et ça, j'entends ce que dit Marie-Claude tout à l'heure, ça ne peut être que du bénéfice pour une équipe de programmation ou une équipe de maîtrise d'œuvre, c'est une évidence. Et ce niveau d'acculturation, on le met aussi maintenant au service d'autres projets. Marie-Claude Richard l'a indiqué, on a un projet sur les consultations où on a utilisé la même méthodologie. Le schéma directeur immobilier, on a utilisé la même méthodologie et on voit qu'on a un niveau d'expertise et un niveau de rendu qui est vraiment très, très, très performant et c'est une belle victoire. Je vois que l'heure tourne, on vient de passer 1h15. J'ai Fanny Moral par SMS qui bout d'impatience. Donc Fanny, si tu veux intervenir, il faut le faire, ça te fera. Vas-y. Toi qui as suivi le projet depuis un certain nombre de mois, voire d'années. Oui, bonjour. Bonjour à tous. Je voulais simplement rebondir sur la question de la compatibilité du Lean Design avec un marché global de performance. Pour moi, c'est 100% compatible. Le marché global de performance n'exclut pas la phase de conception qui doit répondre au programme. Donc, justement, la réactivité des utilisateurs sur les questions fonctionnelles qui sont posées par l'architecte, que ce soit en loi MOP basique ou en conception-réalisation, on la retrouve et donc il n'y a aucune incompatibilité de mon point de vue entre les deux modes d'évolution de marché, quoi. Merci Fanny. Alors moi j'aurais quand même une dernière question, on va en profiter puisqu'il reste encore quelques minutes finalement. Je voudrais que chacun des participants, enfin pas des participants, mais de ceux qui nous ont fait un exposé, répondent à ma question toute bête. Comment ne pas affoler un maître d'ouvrage avec cette méthode? Alors dans l'ordre, Anne, s'il vous plaît. Comment ne pas affoler, c'est ça? Parce que vous savez, le nombre de réunions préalables, enfin quand on expose ça aujourd'hui, et je connais le truc parce que j'ai participé et je sais que non, mais je ne vais pas faire la réponse à ma question. En tout cas, voilà, là, on a dit qu'il y avait énormément, la gouvernance, apparemment, sur le développé que vous avez fait, c'est relativement lourd. L'exposé de Julien est aussi assez lourd. L'exposé de Michel et de Marie-Claude, c'est vrai que ça demande du temps, 4 fois la même réunion et tout ça. Comment nos auditeurs, ils sont peut-être là, oui, mais je ne vais jamais me lancer là-dedans, parce que d'abord, ça va avoir, je vais perdre beaucoup de temps, il va falloir que je motive mes équipes et tout. Dites-nous en quelques mots, pourquoi il faut quand même y aller? Alors, Julien l'a dit tout à l'heure, un Kaizen de 3 jours, c'est l'équivalent de 500 heures de réunion. Et je pense qu'il faut avoir cet ordre de grandeur en tête. Alors, avec bien sûr le volume de participants que l'on a, on est dans un CHU de grande taille, donc forcément, il y avait beaucoup de corps de métier, une grande complexité du projet. Donc, on a fait des Kaizen de grande ampleur, mais sur les consultations, on vient de rendre le programme est en cours de finalisation. Il y a eu toute la même démarche qui a été faite. Et bien sûr, c'était plus modéré. Donc là, on était sur un projet d'une grande complexité, mais le fait de gagner en temps de réunion, c'est un élément très important et les utilisateurs le vérifient, c'est-à-dire qu'entre faire des petits groupes de travail et multiplier les interventions en petits groupes pour réunir tout le monde sur un même plateau, travailler toutes les interactions 3 jours durant, il y a un gain qui est un gain phénoménal. Donc ça, c'est le premier élément. Et deuxième élément qui a été un apprentissage, alors on en avait l'intuition,
mais ça s'est vérifié, c'est le bénéfice secondaire managérial qu'a une démarche de ce type-là, à savoir que le déploiement des outils se fait ensuite par capillarité naturelle au sein des équipes projets, l'encadrement intermédiaire, qu'il soit administratif, technique ou soignant, s'empare des sujets et duplique la méthode sur des projets à plus petite échelle. Et c'est un projet qui a été vitalisant sur la conduite managériale du groupement, bien au-delà de ce qu'on pouvait imaginer. Donc, il y a un intérêt de gain de temps. Effectivement, on a l'impression qu'on y passe du temps, mais tout mis bout à bout pour avoir fait des projets d'envergure importante avec des méthodes classiques. Le gain de temps, il est important. Le collectif est soudé. On traite toutes les interfaces, qui est très difficile quand on travaille sur un projet de ce type-là, et notamment les flux qui sont souvent la marge d'ajustement, malheureusement. Donc, on a gagné beaucoup de temps. Alors, c'est vrai que ça demande un engagement très clair de la gouvernance. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un appui très fort de la Direction générale des HCL, et ça a demandé un engagement très fort de mon équipe et de moi-même. Mais je crois que aujourd'hui, on est très content de dire que le projet est un succès. Donc, il faut oser. Merci Marie-Claude, et puis Michel Concura. J'ajouterais juste ce qu'a dit Madame Da Garcia, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet va très vite maintenant. C'est parce que, en fait, si on résumait d'un avantage pour la maîtrise d'ouvrage cette méthode, c'est que ça prépare énormément, et après, une fois que c'est préparé, ça roule. Parce qu'il y a un moment, encore une fois, c'est la meilleure manière de gâcher les énergies quand le projet est enclenché pour nous. Hein, c'est là que nous, on voit les énergies, la manière de les gâcher par les projets qui traînent. Vous imaginez bien, quand on est déçu que tout soit remis en cause tout le temps, c'est des énergies qui sont foutues en l'air. Là, on bosse et on est dans le mouvement, et c'est assez, comme l'a dit Marie-Claude, on y prend du plaisir, beaucoup de plaisir. Et ça, c'est énorme. Et je pense que tout ça se ressent sur le projet. J'espère que ça se ressentira à la fin quand le bâtiment sera utile et ouvert. Merci Michel. Marie-Claude, la fin? Moi, je vais juste dire que, en fait, il y a beaucoup de réunions qui se passent à distance, que le Covid est passé par là, qu'on a commencé le projet sans se voir. On a travaillé pendant plusieurs mois sans se voir. On s'est découvert après plusieurs mois de travail en commun. Et ça, la forme, cette forme-là de réunion, ça a été plus facile à organiser, parce que s'il avait fallu se déplacer à chaque fois, se mobiliser tous physiquement pour étudier chaque séance, ça aurait peut-être été un peu trop lourd, oui, je crois, honnêtement, trop lourd. Mais là, en mixant du présentiel et de la distance, on arrive à très bien travailler ensemble. Et c'est surtout que c'est surtout que c'est la conclusion ça nous permet de partir toujours sur des bases saines, quoi, parce que avec il y a des conclusions à chaque fois. Encore un petit mot, je voudrais dire. Voilà, je vais faire encore un petit mot, Alain. C'est le dernier, c'est pour faire la pub de la prochaine conférence qu'on va faire sur ce projet avec Marie-Claude. C'est le 2 avril. C'est dans la session IHF, le 2 avril. On passe à 8h30 du matin, donc il faudra être matinal, mais là, on parlera purement architecture de ce projet qui a une architecture assez particulière et qu'on revendique comme on ne l'a jamais revendiqué. Voilà. Une architecture et une conception qui dit, voilà, très bien. Donc, le 2 avril. Ça, ouais. Donc, moi, je vous dis merci à tous et à très bientôt. Et le très bientôt pour les webinaires de IHF, ce sera le mardi 4 mai à 16h45 avec Éric Bardouillet et Marie-Paul Daillère sur le thème de « Et si l'hôpital du futur était smart ?» Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir, merci. Au revoir. Au revoir.